Robert Lindner avait 71 ans lorsqu'il décida que la solitude était devenue insupportable. Il avait passé les 10 dernières années dans une modeste maison de ranch à Clearwater, en Floride, regardant les mêmes palmiers se balancer devant sa fenêtre et écoutant les mêmes bulletins météo annoncer du soleil. Sa femme, avec qui il avait partagé 42 ans de sa vie, était décédée des suites de complications liées au diabète. Les funérailles avaient attiré beaucoup de monde. Les années suivantes avaient été silencieuses. Robert avait travaillé comme ingénieur civil pour le comté, spécialisé dans les systèmes de drainage et la prévention des inondations. Sa carrière avait été sans histoire, mais stable. Il avait pris sa retraite avec une pension, une sécurité sociale et une maison sans hypothèque. Sa fille vivait à Seattle avec sa propre famille. Il s'appelait au téléphone pour les anniversaires et les grandes fêtes. Elle lui avait suggéré plus d'une fois de vivre dans une résidence médicalisée. Il avait refusé à chaque fois. Sa routine quotidienne était immuable. Il se levait à 6 heures, préparait du café instantané, lisait le journal, regardait les informations du matin, déjeunait seul, faisait le tour du quartier à pied, regardait la télévision l'après-midi, réchauffait son dîner au micro-ondes et se couchait vers 9 heures. Ses collègues de travail avaient progressivement cessé de l'appeler. Les invitations à des événements communautaires lui semblaient être des obligations plutôt que des opportunités. Il n'était pas dépressif au sens clinique du terme. Il était simplement seul et en avait conscience. L'idée de se remarier lui semblait absurde au premier abord. Un voisin, également veuf, lui parla d'agences matrimoniales internationales qui mettaient en relation des hommes américains âgés avec des femmes plus jeunes, originaires de pays où l'immigration aux États-Unis représentait une opportunité importante. Le voisin présentait cela comme une relation d'amitié plutôt que comme une histoire d'amour. Robert écarta la conversation, mais se surprit à y repenser plus tard. 2 mois se sont écoulés avant qu'il ne crée un profil sur un site web spécialisé dans les rencontres entre hommes américains et femmes d'Europe de l'Est et d'Amérique du Sud. Son profil était honnête. Il y indiquait son âge, son statut de retraité, le fait qu'il était propriétaire et son désir de compagnie. Il n'a pas exagéré son état de santé ni sa situation financière. Il a téléchargé une photo récente prise lors d'une réunion de famille, sur laquelle il apparaissait en bonne santé et vêtu de manière appropriée. En moins d'1 semaine, il a reçu des dizaines de messages. La plupart étaient génériques et avaient clairement été envoyés à plusieurs hommes. Quelques-uns se démarquaient. L'un d'eux provenait d'une femme nommée Bianca Schuster. Elle avait 28 ans et vivait dans une petite ville près de Bucarest, en Roumanie. Son profil comprenait des photos montrant une femme mince aux cheveux foncés et à l'expression réservée. Son anglais était fonctionnel mais pas courant. Ses messages étaient polis et ne contenaient aucune demande d'argent ou de cadeau. Bianca se décrivait comme une ancienne assistante médicale qui avait travaillé dans une clinique rurale avant sa fermeture pour cause de réduction budgétaire. Elle vivait avec sa mère âgée et l'aidait à s'occuper d'elle. Elle disait préférer la stabilité et la structure familiale à l'aventure ou au luxe. Son ton était pragmatique. Elle posait des questions pratiques sur sa santé, ses conditions de vie et ses attentes. Elle ne lui posait pas de questions sur sa fortune ou ses possessions matérielles. Ils ont échangé des messages pendant 3 mois. Robert appréciait sa franchise. Elle ne le flattait pas et ne feignait pas d'affection. Elle considérait leur correspondance comme une négociation entre 2 adultes ayant des intérêts communs. Il appréciait cette approche. Lors des appels vidéo, elle semblait calme et posée. Elle parlait lentement pour compenser son anglais limité et posait des questions de clarification lorsqu'elle ne comprenait pas. Robert lui a proposé de venir aux États-Unis avec un visa touristique. Il prendrait en charge les frais de voyage et d'hébergement. Ils passeraient 2 semaines ensemble pour voir s'ils étaient compatibles. Si tout se passait bien, il la parrainerait pour obtenir un visa de fiancée. Elle a accepté sans hésiter, mais a posé une condition. Elle voulait d'abord rencontrer sa fille, même si ce n'était que par appel vidéo, afin de montrer que ses intentions étaient transparentes. L'appel avec sa fille ne s'est pas bien passé. Elle était polie, mais visiblement sceptique. Elle a posé à Bianca des questions directes sur son passé, ses motivations et ses attentes.
Bianca a répondu calmement. Elle a reconnu la différence d'âge et la nature transactionnelle de l'arrangement. Elle a déclaré qu'elle recherchait la sécurité et un avenir, et non une histoire d'amour. La fille de Robert a mis fin à l'appel sans donner son accord, mais sans s'y opposer explicitement non plus. Elle a dit à son père de procéder avec prudence et de consulter un avocat avant de prendre tout engagement juridique. Bianca est arrivée en Floride par un après-midi humide, à la fin du printemps. Robert est venu la chercher à l'aéroport. Elle transportait une grande valise et un petit sac à dos. Elle était plus calme en personne que lors des appels vidéo. Pendant le trajet vers la maison, elle a observé le paysage et posé quelques questions sur les quartiers et les services locaux. Elle n'a fait aucun commentaire sur la taille de sa maison et n'a manifesté aucun enthousiasme. Elle s'est contentée d'acquiescer et de le remercier pour cet arrangement. La première semaine a été difficile, mais fonctionnelle. Bianca est restée discrète. Elle a fait le ménage, préparé des repas simples et passé du temps à lire sur son téléphone. Elle n'a pas demandé d'argent ni de cadeaux. Elle n'a pas exigé d'attention ni d'affection. Robert a trouvé sa présence discrète. Ils ont pris leur repas ensemble et regardé la télévision le soir. Les conversations étaient limitées, mais pas hostiles. Cela ressemblait moins à une relation amoureuse qu'à une colocation. Vers la fin de la deuxième semaine, Bianca a demandé s'ils pouvaient discuter sérieusement de l'avenir. Ils se sont assis à la table de la cuisine. Elle a dit qu'elle comprenait qu'il évaluait la possibilité de demander un visa de fiancée. Elle voulait être directe. Elle a dit que s'il décidait d'aller de l'avant, elle s'engagerait pleinement. Elle l'épouserait, s'occuperait du ménage et lui tiendrait compagnie. En échange, elle attendait un statut légal, une stabilité financière et, à terme, la possibilité de faire venir sa mère aux États-Unis. Robert appréciait son honnêteté. Il s'attendait à de la manipulation ou à une pression émotionnelle. Au lieu de cela, elle lui avait présenté des conditions. Il lui demanda ce qui se passerait si le mariage ne fonctionnait pas. Elle répondit qu'elle partirait sans conflit si telle était sa décision, mais qu'elle attendrait un délai raisonnable pour trouver une autre solution. Il lui demanda si elle avait des sentiments pour lui. Elle marqua une pause avant de répondre. Elle a dit qu'elle le respectait et qu'elle pensait qu'il pourrait construire une relation fonctionnelle, mais elle n'a pas prétendu être amoureuse. Il a décidé de poursuivre. Ils ont demandé ensemble le visa K1 pour fiancés. La procédure a pris 6 mois. Pendant ce temps, Bianca est retournée en Roumanie. Ils sont restés en contact par appel vidéo et messages. La communication est restée pratique. Elle l'a tenu au courant de la santé de sa mère. Il l'a tenu au courant des formalités administratives et des exigences légales. Il n'y a eu aucune déclaration romantique ni escalade émotionnelle. Le visa a été approuvé sans complications. Bianca est revenue en Floride au début de l'automne. Ils se sont mariés au tribunal dans le délai requis de 90 jours. Il n'y a pas eu de cérémonie au-delà de la formalité légale. La fille de Robert n'était pas présente. Un greffier et un témoin fournis par le tribunal étaient présents. Après la cérémonie, ils sont allés déjeuner dans un restaurant et sont rentrés chez eux. L'adaptation à la vie conjugale s'est avérée plus facile que Robert ne l'avait prévu. Bianca gérait efficacement le ménage. Elle préparait les repas, s'occupait du ménage et organisait ses médicaments. Elle l'accompagnait à ses rendez-vous médicaux et prenait des notes. Elle respectait ses habitudes et n'imposait pas de changement sans en discuter au préalable. Les voisins qui l'ont rencontrée la décrivent comme polie mais distante. 3 mois après le mariage, Bianca a informé Robert qu'elle était enceinte. Elle lui a annoncé la nouvelle calmement pendant le petit déjeuner. Elle a dit qu'elle avait fait un test à domicile et qu'elle prévoyait de prendre rendez-vous chez le médecin pour confirmer. Robert était stupéfait. Ils avaient eu des relations sexuelles occasionnelles, mais ils n'avaient pas sérieusement envisagé la possibilité d'une grossesse à son âge. Bianca a dit que la grossesse n'était pas prévue, mais qu'elle n'était pas indésirable. Elle lui a demandé ce qu'il en pensait. Robert ne savait pas comment réagir. Il avait 71 ans. L'idée d'élever un enfant lui semblait irréaliste et épuisante. En même temps, il reconnaissait qu'un enfant légitimerait davantage le statut d'immigrante de Bianca et créerait des complications juridiques si le mariage venait à prendre fin.
Il lui a dit qu'il avait besoin de temps pour digérer cette information. Au cours des jours suivants, les sentiments de Robert ont oscillé entre l'anxiété et l'acceptation provisoire. Il a consulté sa fille par téléphone. Elle est restée silencieuse pendant un long moment avant de répondre. Elle lui a demandé s'il était certain que l'enfant était le sien. Il a répondu qu'il n'avait aucune raison d'en douter. Elle lui a demandé s'il avait pris en compte les exigences financières et physiques liées au rôle de parent à son âge. Il a admis qu'il n'y avait pas réfléchi de manière approfondie. Elle a mis fin à la conversation en lui disant qu'elle espérait qu'il comprenait dans quoi il s'engageait. La grossesse de Bianca a été confirmée médicalement. Elle a commencé à se rendre régulièrement à des rendez-vous prénataux et a suivi toutes les recommandations médicales. Elle n'a pas formulé de demande ni exprimé de besoins émotionnels au-delà d'un soutien pratique. Robert l'accompagnait à ses rendez-vous lorsque sa santé le lui permettait. Les images échographiques lui semblaient surréalistes. Il avait élevé un enfant des décennies auparavant. La perspective de recommencer lui donnait l'impression de revisiter une vie qu'il avait déjà accomplie. Au fur et à mesure que la grossesse de Bianca avançait, de subtils changements ont commencé à s'opérer dans le foyer. Elle est devenue plus assertive dans la gestion des finances. Elle a demandé à avoir accès aux comptes bancaires et aux documents d'assurance, présentant ses demandes comme une préparation à l'arrivée du bébé. Elle a commencé à se renseigner sur les droits légaux liés à la garde parentale et au statut d'immigration des enfants nés de parents étrangers. Robert l'a remarqué, mais ne s'y est pas opposé. Ces demandes semblaient raisonnables compte tenu des circonstances. À la fin du premier trimestre, Robert avait largement accepté la situation. Un enfant allait naître. Bianca en serait la mère. Il serait le père, même si cela semblait improbable. Il s'est dit que cet arrangement fonctionnerait tant que les attentes resteraient claires. Ce qu'il ne comprenait pas encore, c'est que la clarté n'avait jamais été l'objectif de Bianca. C'était le contrôle. Le bébé est né un mardi matin de mars. Bianca a donné naissance à un garçon en bonne santé après 8 heures de travail. Robert était présent dans la chambre d'hôpital, mais il se sentait plus comme un observateur que comme un participant. Le personnel médical adressait la plupart des questions à Bianca. Elle prenait les décisions concernant la gestion de la douleur, les préférences alimentaires et la planification de la sortie sans le consulter. Il signait les documents lorsqu'on le lui demandait et acquiesçait aux instructions qu'il ne comprenait que partiellement. Ils ont appelé l'enfant Daniel. Le choix venait de Bianca. Elle disait que c'était un prénom fort qui fonctionnait aussi bien en anglais qu'en roumain. Robert n'avait aucune objection. Lorsque l'infirmière a placé le nourrisson dans ses bras pour la première fois, il a ressenti un mélange d'émerveillement et de profond malaise. Le bébé était réel. La responsabilité était permanente. À 71 ans, il recommençait à zéro. Les premières semaines à la maison ont été épuisantes. Daniel pleurait souvent pendant la nuit. Bianca s'occupait elle-même de la plupart des soins, insistant sur le fait que Robert avait besoin de se reposer pour des raisons de santé. Ils ne discutaient pas. Elle a rapidement mis en place des routines, gérant les horaires des repas, les changements de couches et les cycles de sommeil avec l'efficacité de quelqu'un qui avait fait des recherches approfondies. Robert aidait quand on le lui demandait, mais restait la plupart du temps à l'écart. Le comportement de Bianca commença à changer de manière subtile mais perceptible. Elle devint plus directive dans les décisions concernant le ménage. Elle réorganisa le mobilier pour accueillir le matériel pour bébé sans demander l'avis de Robert. Elle résilia l'abonnement au journal de Robert, affirmant qu'il devait réduire les dépenses inutiles. Elle prit entièrement en charge les courses, affirmant qu'il était plus efficace qu'elle gère elle-même la liste et les achats. Elle a également commencé à gérer plus activement les médicaments de Robert. Il prenait des médicaments contre l'hypertension et le cholestérol. Auparavant, il remplissait lui-même ses ordonnances et les rangeait dans un pilulier hebdomadaire. Bianca a insisté pour prendre le relais. Elle a déclaré qu'avec le bébé qui demandait beaucoup d'attention, il était plus sûr qu'elle s'occupe de toutes les questions de santé du foyer afin d'éviter les erreurs. Elle a retiré les flacons de l'armoire de la salle de bain et a placé les comprimés dans des récipients non étiquetés dans la cuisine. Robert a remarqué le changement, mais n'a pas résisté. Il s'est dit qu'elle essayait de l'aider. Elle avait une formation médicale,
même si elle était limitée. Il semblait pratique de la laisser gérer les tâches qui exigeaient de l'organisation et de la cohérence. Lorsqu'il oubliait parfois s'il avait pris sa dose du soir, elle le rassurait en lui disant qu'elle suivait tout et qu'il devait faire confiance à son système. Le contrôle financier s'est également renforcé. Bianca a demandé à être ajoutée comme cotitulaire de ses comptes chèques et d'épargne. Elle a expliqué que s'il lui arrivait quelque chose, elle aurait besoin d'un accès immédiat à des fonds pour s'occuper de Daniel. La logique semblait sensée. Robert s'est rendu à la banque avec elle et a signé les formulaires nécessaires. En quelques jours, elle avait mis en place un accès aux services bancaires en ligne et avait commencé à surveiller de près les transactions. Elle a commencé à remettre en question ses dépenses. Lorsqu'il a acheté un livre en ligne, elle lui a demandé pourquoi il n'avait pas d'abord vérifié à la bibliothèque. Lorsqu'il a commandé un repas à emporter pour le déjeuner, elle lui a rappelé qu'elle pouvait préparer des repas moins chers à la maison. Ses commentaires n'étaient pas agressifs, mais ils étaient constants. Robert a commencé à se sentir surveillé. Il a commencé à demander la permission avant de faire des achats, même minimes. Ses contacts avec sa fille ont considérablement diminué. Auparavant, ils se parlaient toutes les 2 semaines. Désormais, les appels sont devenus mensuels puis moins fréquents. Lorsque sa fille appelait, Bianca répondait souvent et disait que Robert se reposait ou était occupé avec le bébé. Elle promettait qu'il rappellerait, mais il le faisait rarement. Lorsqu'il a finalement parlé directement à sa fille, la conversation était tendue. Elle lui a demandé si tout allait bien. Il a répondu que tout allait bien, mais qu'il était fatigué. Elle lui a posé des questions sur le bébé. Il a donné des réponses laconiques. Elle s'est sentie frustrée et a cessé d'appeler aussi souvent. Bianca a commencé à isoler Robert socialement. Lorsque des voisins passaient, elle ouvrait la porte et expliquait que Robert ne se sentait pas bien ou faisait la sieste. Elle le décourageait de participer à des événements communautaires, affirmant qu'il devait économiser son énergie pour ses responsabilités familiales. Ses promenades hebdomadaires dans le quartier sont devenues au moins fréquentes. Bianca suggérait que la chaleur de la Floride était trop forte pour quelqu'un de son âge et qu'il était plus sûr de rester à l'intérieur. Sa santé semblait se détériorer progressivement. Il souffrait d'une fatigue accrue et de vertiges occasionnels. Il attribuait ces symptômes à l'âge et au stress liés à l'adaptation à la vie avec un nourrisson. Bianca renforçait cette interprétation. Elle lui disait qu'il en faisait trop et qu'il avait besoin de plus de repos. Elle l'encourageait à faire la sieste pendant la journée et à éviter tout effort physique. Il se pliait à ses exigences, passant plus d'heures dans son fauteuil inclinable ou dans son lit. À cette époque, Bianca a modifié son alimentation. Elle lui a dit que son taux de cholestérol nécessitait une gestion plus stricte et qu'elle mettait en place un régime alimentaire sain pour le cœur. Le sel a été presque entièrement éliminé. Les portions ont été réduites. Elle a commencé à préparer des repas séparés pour elle-même, affirmant qu'elle avait besoin de plus de calories pour allaiter. Robert mangeait ce qu'elle préparait sans se plaindre, même s'il se sentait souvent insatisfait et faible. Elle a également ajouté des compléments alimentaires à son régime. Elle lui expliqua qu'il s'agissait de composés naturels couramment utilisés en Europe pour favoriser la santé cardiovasculaire. Elle les achetait en ligne et les ajoutait à sa routine matinale, en plus de ses médicaments sur ordonnance. Robert ne demanda pas de détails. Il supposa qu'elle savait ce qu'elle faisait. Un après-midi, Robert tenta de renouveler son ordonnance de médicaments contre l'hypertension à la pharmacie. Le pharmacien l'informa que l'ordonnance avait déjà été délivrée 2 semaines plus tôt au nom de Bianca, en tant que son aidante. Robert était perplexe. Il ne se souvenait pas qu'elle était venue le chercher. De retour chez lui, il interrogea Bianca à ce sujet. Elle lui répondit qu'elle s'en était occupée pour lui éviter le déplacement. Elle lui montra le flacon, qui se trouvait dans la cuisine avec les autres médicaments qu'elle gérait. Il la remercia et n'insista pas davantage. Lors d'un rare appel vidéo avec sa fille, celle-ci lui fit remarquer qu'il avait l'air pâle et amaigri. Elle lui demanda s'il mangeait correctement. Il répondit que Bianca gérait son alimentation avec soin. Sa fille demanda à parler à Bianca. La conversation fut brève et polie.
Bianca expliqua le régime alimentaire et la rassura en lui disant que Robert était bien soigné. Après l'appel, Bianca dit à Robert que sa fille semblait inutilement inquiète et qu'il valait peut-être mieux limiter les communications jusqu'à ce que sa santé se stabilise afin de ne pas lui causer de stress. Robert était d'accord. Il ne voulait pas inquiéter sa fille. Il se dit qu'une fois qu'il aurait repris des forces, il la contacterait plus régulièrement. En attendant, il allait se concentrer sur son repos et son rétablissement. Ce que Robert ignorait, c'est que Bianca avait commencé à faire des recherches sur un tout autre sujet. Son historique de recherche, récupéré plus tard par les enquêteurs, comprenait des requêtes sur les lois successorales en Floride, les procédures de versement des assurances-vie et le statut juridique des veuves étrangères ayant des enfants citoyens américains. Elle avait également recherché des informations sur les symptômes d'une overdose de médicaments et sur le temps nécessaire pour que certaines interactions médicamenteuses provoquent une défaillance organique. Le passage du rôle d'aidant à celui de contrôleur était complet. Le foyer, qui fonctionnait auparavant selon des conditions négociées, était désormais régi par les décisions unilatérales de Bianca. L'autonomie de Robert avait été transférée discrètement, petit à petit. Il n'avait pas remarqué cette évolution, car chaque changement individuel semblait mineur et justifiable. Lorsqu'il a commencé à soupçonner que quelque chose n'allait pas, il n'avait plus la lucidité ni l'énergie nécessaire pour agir. Robert s'est réveillé un matin en se sentant plus mal que d'habitude. Sa vision était floue, et ses mains tremblaient lorsqu'il essayait de tenir sa tasse de café. Il a mentionné ses symptômes à Bianca, qui lui a répondu qu'il s'agissait probablement d'un problème de glycémie et qu'il devait prendre son petit déjeuner immédiatement. Elle lui a préparé des flocons d'avoine sans sel ni sucre et l'a regardé manger. Les tremblements ont légèrement diminué, mais la fatigue persistait. Au cours des jours suivants, les épisodes sont devenus plus fréquents. Il a connu des moments de confusion où il oubliait ce qu'il était en train de faire. Une fois, il s'est retrouvé debout dans le couloir sans se souvenir pourquoi il s'était levé. Une autre fois, il n'a pas pu se souvenir du nom marital de sa fille lors d'une brève conversation téléphonique. Bianca l'a rassuré en lui disant que les trous de mémoire étaient normaux à son âge et que le stress lié aux soins d'un nouveau-né y contribuait probablement. Robert a commencé à soupçonner les médicaments. Il prenait les mêmes prescriptions depuis des années sans problème. Les nouveaux compléments alimentaires que Bianca avait introduits étaient le seul changement récent. Un après-midi, alors qu'elle était occupée avec le bébé, il est allé dans la cuisine et a examiné les boîtes sans étiquette qu'elle utilisait pour ranger ses comprimés. Il a essayé de les identifier par leur apparence, mais sans étiquette, il était impossible de savoir exactement ce qu'il prenait. Il a décidé d'appeler directement le cabinet de son médecin. La réceptionniste lui a confirmé que son prochain rendez-vous était prévu dans 2 mois. Il a demandé s'il pouvait l'avancer en raison de nouveaux symptômes. Elle lui a répondu que le premier créneau disponible était dans 3 semaines. Il a accepté et a noté la date sur un bout de papier qu'il a glissé dans son portefeuille. Ce soir-là, Bianca lui a demandé s'il avait passé des coups de fil pendant la journée. Robert a hésité, puis a mentionné le rendez-vous chez le médecin. Son expression est restée neutre, mais elle lui a demandé pourquoi il avait jugé nécessaire de prendre rendez-vous sans en discuter d'abord avec elle. Il a répondu qu'il voulait traiter ses symptômes et s'assurer que ses médicaments étaient appropriés. Elle a dit qu'elle comprenait, mais lui a rappelé que les consultations médicales inutiles coûtaient cher et étaient souvent peu concluantes. Elle lui a suggéré d'attendre pour voir si les symptômes s'amélioraient d'eux-mêmes. Robert n'annula pas le rendez-vous, mais n'en parla plus. Quelques jours plus tard, alors qu'il cherchait un stylo dans le tiroir de la cuisine, Robert trouva un reçu provenant d'une pharmacie en ligne. La commande était récente et mentionnait un médicament qu'il ne reconnaissait pas. Le nom sur le reçu était celui de Bianca, mais l'adresse de livraison était celle de leur domicile. Il photographia le reçu avec son téléphone et rechercha le nom du médicament en ligne. Les résultats l'ont alarmé. Le médicament était un sédatif sur ordonnance, non approuvé pour les patients cardiaques, et connu pour provoquer des interactions dangereuses avec les médicaments contre l'hypertension.
Le site web déconseillait explicitement de le combiner avec la classe de médicaments que Robert prenait quotidiennement. Il a lu les informations 3 fois pour s'assurer de bien les comprendre. Il a confronté Bianca ce soir-là. Il lui a montré le reçu et lui a demandé pourquoi elle avait commandé un médicament qui pouvait interagir négativement avec ses prescriptions. Elle a regardé le papier calmement et a répondu que ce n'était pas pour lui. Elle a expliqué qu'elle souffrait d'anxiété depuis la naissance du bébé et qu'elle avait consulté en ligne un médecin en Roumanie qui lui avait prescrit le médicament. Elle a dit qu'elle ne lui en avait pas parlé parce qu'elle ne voulait pas l'accabler avec ses problèmes. Robert lui a demandé pourquoi le médicament était rangé avec ses comprimés. Elle a répondu que ce n'était pas le cas. Elle gardait ses médicaments personnels dans un tiroir séparé. Elle a ouvert un tiroir dans la salle de bain et lui a montré quelques flacons de vitamines et le sédatif. Elle a dit qu'il avait dû voir le reçu et mal comprendre. Il voulait la croire, mais le doute persistait. Le lendemain matin, Robert a vérifié son pilulier plus attentivement. Il a comparé les comprimés aux images qu'il avait trouvées en ligne de ses médicaments prescrits. 2 des comprimés ne correspondaient pas. Leur forme était similaire, mais les inscriptions étaient différentes. Il sentit sa poitrine se serrer. Il ne savait pas si c'était de la panique ou un symptôme physique. Il plaça les comprimés qui ne correspondaient pas dans un petit sac en plastique et les cacha dans son tiroir à chaussettes. Il prévoyait de les apporter à la pharmacie et de demander une identification. Il avait besoin d'une confirmation avant d'accuser Bianca d'une chose qu'il pouvait à peine se permettre d'envisager. Cet après-midi-là, Bianca lui a demandé s'il avait vu son chargeur de téléphone. Il a répondu que non. Elle a fouillé le salon, puis sa chambre. Elle a ouvert les tiroirs méthodiquement. Lorsqu'elle est arrivée au tiroir à chaussettes, elle s'est arrêtée. Elle n'a rien dit, mais Robert a vu qu'elle jetait un coup d'œil au sac en plastique. Elle a fermé le tiroir et a quitté la pièce sans faire de commentaire. Plus tard, elle lui suggéra de se reposer. Elle lui dit qu'il avait l'air pâle et que le surmenage pouvait aggraver ses symptômes. Elle prépara un dîner tôt et le lui apporta sur un plateau. Il en mangea la moitié et repoussa le reste, prétextant qu'il n'avait pas faim. Elle n'insista pas. Cette nuit-là, Robert ne parvint pas à dormir. Son esprit repassait en boucle les fragments des derniers mois. Les changements de médicaments, le contrôle financier, l'isolement de sa fille, les recherches en ligne qu'il avait aperçues sur l'écran de l'ordinateur portable de Bianca lorsqu'elle l'avait laissé ouvert brièvement. Des mots comme héritage, prestation de veuvage et naturalisation par naissance. Il décida d'aller à la pharmacie le lendemain sans lui en parler. Il apporterait les pilules qui ne correspondaient pas et exigerait des réponses. Si ses soupçons se confirmaient, il contacterait immédiatement sa fille et ferait appel aux autorités si nécessaire. Mais lorsqu'il se réveilla le lendemain matin, il se sentait plus mal que jamais. Ses jambes étaient faibles et se tenir debout lui donnait le vertige. Bianca insista pour qu'il reste au lit. Elle dit qu'elle appellerait son médecin et essaierait d'obtenir un rendez-vous plus tôt. Il accepta, trop désorienté pour discuter. Elle ne passa jamais l'appel. Au lieu de cela, elle modifia son traitement médicamenteux, lui disant que le médecin avait conseillé des changements par téléphone. Robert était trop confus pour poser des questions. Il prit ce qu'elle lui donna et retomba dans un sommeil agité. Le sachet de pilules resta dans le tiroir à chaussettes, intact et oublié, tandis que ses facultés mentales continuaient de s'affaiblir. L'état de Robert se détériora rapidement au cours de la semaine suivante. Il eut des épisodes où son rythme cardiaque devenait irrégulier et sa respiration superficielle. Bianca le surveillait de près, mais ne montrait aucun signe d'inquiétude. Elle lui disait que c'était des complications normales liées à l'âge et à l'ajustement de son traitement. Elle augmenta ses périodes de repos et réduisit son activité physique à presque rien. Sa fille appela à l'improviste un après-midi. Bianca a répondu et a dit que Robert dormait. Sa fille a insisté pour lui parler quand même. Bianca a apporté le téléphone à son chevet à contre-cœur. La conversation a été brève. Robert avait du mal à articuler et à former des phrases complètes. Sa fille lui a demandé directement s'il allait bien. Il a répondu qu'il était fatigué. Elle lui a demandé s'il avait vu un médecin récemment. Il ne s'en souvenait pas.
Elle a dit qu'elle allait appeler son médecin elle-même pour prendre de ses nouvelles. Après l'appel, l'attitude de Bianca a changé. Elle est devenue plus calme et plus concentrée. Elle a passé du temps sur son ordinateur portable ce soir-là, et Robert a remarqué qu'elle tapait rapidement et vérifiait fréquemment son téléphone. Elle a passé plusieurs appels en roumain, parlant à voix basse depuis l'autre pièce. Il ne comprenait pas les mots, mais l'urgence dans sa voix était évidente. Le lendemain, Robert a essayé de sortir du lit tout seul. Ses jambes ont fléchi et il est tombé contre la table de chevet. Le choc n'était pas violent, mais il l'a secoué. Bianca l'a aidé à se recoucher et a insisté pour qu'il n'essaie pas de bouger sans aide. Elle lui a dit qu'elle s'occuperait de tout et qu'il devait se concentrer sur son rétablissement. Il n'a pas discuté. Il n'en avait plus la force. Sa fille a mis sa menace à exécution. Elle a appelé le médecin traitant de Robert et lui a fait part de ses inquiétudes concernant son déclin rapide. Le cabinet n'avait aucune trace de contact récent de la part de Robert ou de Bianca. Le médecin a accepté de passer un appel pour vérifier son état de santé. Lorsque le médecin a téléphoné à la maison, Bianca a répondu. Elle a décrit les symptômes de Robert en termes cliniques, les attribuant au déclin lié à l'âge et aux effets secondaires des médicaments. Elle a dit qu'il gérait la situation à la maison et que Robert préférait ne pas aller à l'hôpital en raison de sa peur des établissements médicaux. Le médecin a demandé à parler directement à Robert. Bianca lui a apporté le téléphone. Robert a essayé d'expliquer qu'il se sentait plus mal que d'habitude, mais ses pensées étaient confuses. Il n'arrivait pas à exprimer clairement ses préoccupations. Le médecin lui a demandé s'il voulait venir passer un examen. Robert a répondu oui, mais sa voix était faible et incertaine. Le médecin a pris rendez-vous pour la semaine suivante et a conseillé à Bianca de le surveiller de près en attendant. Bianca a mis fin à l'appel et a dit à Robert qu'elle s'assurerait qu'il soit prêt pour le rendez-vous. Elle n'a pas mentionné qu'elle n'avait pas l'intention de l'emmener. Ce soir-là, Bianca a préparé le dîner comme d'habitude. Elle a apporté à Robert un petit repas sur un plateau, accompagné de ses médicaments du soir. Il a avalé les comprimés sans les examiner. En moins d'1 heure, il s'est senti nauséeux et étourdi. Il a dit à Bianca qu'il avait besoin d'aller aux toilettes. Elle l'a aidé à se lever et l'a soutenu, tandis qu'il marchait lentement dans le couloir. À mi-chemin des toilettes, la vue de Robert s'est complètement brouillée. Ses jambes se sont dérobées sous lui et il s'est effondré sur le sol. La chute a été violente. Il a ressenti une vive douleur dans les côtes et a haleté pour reprendre son souffle. Son cœur battait de manière irrégulière. Il a essayé d'appeler à l'aide, mais sa voix n'était qu'un murmure. Bianca se tenait dans l'embrasure de la porte et observait. Elle ne s'est pas approchée de lui. Elle ne s'est pas agenouillée pour vérifier son état. Elle n'a pas cherché son téléphone. Elle s'est contentée d'observer sa respiration devenir de plus en plus difficile et ses mouvements s'affaiblir. Robert a essayé de lever la tête. Il pouvait voir sa silhouette se découper dans la lumière du couloir. Il a essayé de parler, de lui demander pourquoi elle ne l'aidait pas, mais aucun mot n'est sorti. Sa poitrine était oppressée et ses pensées commençaient à se fragmenter. Il comprit soudainement et avec une terrible lucidité ce qui était en train de se passer. Bianca restait immobile. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge accrochée au mur. Les minutes s'écoulaient. La respiration de Robert ralentissait encore. Sa vision s'assombrissait sur les bords. Il sentait son corps se refroidir. Elle ne bougeait toujours pas. Au bout de près de 30 minutes, Bianca sortit enfin son téléphone. Elle n'appela pas immédiatement les services d'urgence. Elle envoya d'abord un message à quelqu'un en Roumanie. Le texte était bref, puis elle ouvrit son navigateur et chercha le numéro des urgences de l'hôpital le plus proche. Elle lut les instructions sur ce qu'il fallait dire pendant l'appel. Ce n'est qu'après ces préparatifs qu'elle composa le numéro. Lorsque le répartiteur répondit, la voix de Bianca était tremblante mais maîtrisée. Elle dit que son mari était tombé et qu'il était inconscient. Elle donna l'adresse et répondit aux questions du répartiteur avec l'émotion appropriée. Elle a dit qu'elle ne savait pas depuis combien de temps il était allongé sur le sol, car elle se trouvait dans une autre pièce avec le bébé. Elle a dit qu'elle venait de le trouver quelques instants auparavant. Le répartiteur lui a dit de rester en ligne et de vérifier s'il respirait. Bianca s'est agenouillée à côté de Robert pour la première fois.
Elle a placé sa main près de sa bouche et a dit qu'elle pouvait sentir une faible respiration. Le répartiteur lui a demandé de le maintenir immobile et d'attendre les ambulanciers. Bianca a suivi les instructions à la lettre. Elle n'a pas tenté de le réanimer. Elle n'a pas essayé de le déplacer. Elle s'est assise par terre à côté de lui et a attendu, le téléphone toujours collé à l'oreille, l'air calme et concentré. Lorsque les ambulanciers sont arrivés, Robert avait complètement cessé de respirer. Ils ont trouvé Robert Lindner inerte sur le sol du couloir. Sa peau était pâle et froide au toucher. Il n'avait plus de pouls. Ils ont immédiatement commencé les gestes de réanimation, en effectuant des compressions thoraciques et en lui administrant de l'oxygène. Bianca se tenait à côté, tenant le bébé dans ses bras, et répondait calmement aux questions. Elle a expliqué que son mari se sentait mal depuis plusieurs semaines et qu'il était tombé en essayant d'aller aux toilettes. Elle a dit qu'elle était dans la chambre du bébé et qu'elle avait entendu le bruit, mais qu'elle ne pouvait pas laisser le bébé sans surveillance immédiatement. Les ambulanciers ont travaillé pendant 18 minutes avant de transporter Robert à l'hôpital le plus proche. Bianca les a suivis dans sa propre voiture. Lorsqu'elle est arrivée aux urgences, Robert avait été déclaré mort. Le médecin traitant a indiqué un arrêt cardiaque comme cause préliminaire du décès. Compte tenu de son âge et de ses antécédents médicaux, le décès a d'abord été classé comme naturel. Aucune autopsie n'a été ordonnée. Bianca a réagi avec calme. Le personnel hospitalier l'a décrite comme étant posée et coopérative. Elle a signé les documents requis sans hésitation et s'est renseignée sur la procédure à suivre pour récupérer le corps. Lorsqu'on lui a demandé si elle souhaitait contacter des membres de la famille, elle a répondu que la fille de Robert avait été prévenue et qu'elle organisait son voyage. Ce n'était pas vrai. Bianca ne l'avait pas appelé. En quelques heures, Bianca a contacté un salon funéraire et demandé une crémation immédiate. Elle a invoqué des préférences religieuses et déclaré qu'un service funéraire différé serait culturellement inapproprié. Le directeur du salon funéraire a traité la demande sans se poser de questions. La crémation a été programmée pour le lendemain. La fille de Robert a appris son décès par un bref SMS envoyé par Bianca 12 heures après que le décès ait été prononcé. Le message indiquait que Robert était décédé d'une insuffisance cardiaque et que la crémation avait déjà été organisée conformément à ses souhaits. La fille a immédiatement appelé, sous le choc et confuse. Bianca a répondu et a présenté ses condoléances, mais a déclaré que la décision avait été prise conformément à la volonté de Robert. La fille a demandé pourquoi elle n'avait pas été contactée plus tôt. Bianca a répondu que tout s'était passé très vite et qu'elle avait été débordée. La fille a immédiatement réservé un vol pour la Floride, mais lorsqu'elle a atterri, la crémation était déjà terminée. Elle est arrivée à la maison et a trouvé Bianca en train de mettre les affaires de Robert dans des cartons. La fille a exigé des explications. Elle a demandé pourquoi il n'y avait pas eu d'autopsie, pourquoi il n'y avait pas eu de délai, pourquoi la famille n'avait pas eu l'occasion de lui dire adieu. Bianca est restée calme et a déclaré qu'elle avait suivi les procédures légales et que les souhaits de Robert avaient été respectés. La fille ne l'a pas cru. Elle a contacté l'hôpital et demandé des copies de tous les dossiers médicaux liés au décès de son père. Elle a également contacté les pompes funèbres et demandé les documents relatifs à l'autorisation de crémation. En examinant le rapport de l'hôpital, elle a remarqué des incohérences. La chronologie fournie par Bianca aux ambulanciers ne correspondait pas à l'heure indiquée sur l'appel d'urgence. Il y avait un écart important entre le moment où Robert était probablement tombé et celui où les secours avaient été appelés. La fille a fait part de ses inquiétudes à la police locale. Un agent a pris sa déposition, mais lui a expliqué que sans preuve d'acte criminel, il n'y avait pas grand-chose à faire. Le décès avait été classé comme naturel et la crémation avait éliminé toute possibilité d'examen médico-légal. L'agent lui a conseillé de consulter un avocat si elle soupçonnait un acte répréhensible. Elle a plutôt engagé un détective privé. Le détective a commencé par interroger les voisins. Plusieurs se souvenaient que Robert s'était de plus en plus isolé au cours des mois précédant son décès. Un voisin a mentionné avoir vu Bianca se disputer avec Robert sous le porche quelques semaines plus tôt. Mais la conversation était trop basse pour qu'il puisse l'entendre.
Un autre a déclaré que Robert semblait mal en point la dernière fois qu'il l'avait vu et que Bianca avait refusé toute aide. Le détective a également demandé le dossier médical de Robert à son médecin traitant. Le dossier montrait que Robert était stable lors de sa dernière visite documentée 6 mois auparavant. Il n'y avait aucune note indiquant un déclin soudain ou de nouvelles prescriptions. Cependant, les dossiers de la pharmacie racontaient une autre histoire. Plusieurs médicaments avaient été délivrés au nom de Bianca en tant qu'aidante, y compris des ordonnances que le médecin de Robert n'avait pas autorisées. L'enquêteur a transmis ses conclusions à la police. Cette fois-ci, le service a pris note. Un détective a rouvert l'affaire et a demandé un examen complet de toutes les preuves disponibles. Des assignations à comparaître ont été émises pour obtenir les dossiers financiers, les relevés téléphoniques et l'historique des recherches Internet des appareils du foyer. Les documents financiers ont révélé des schémas inquiétants. Dans les semaines précédant le décès de Robert, Bianca avait transféré des sommes importantes de leur compte joint vers un compte séparé à son nom, uniquement. Elle avait également contacté des compagnies d'assurance vie pour se renseigner sur les demandes de prestations et les délais de paiement. Ces appels avaient été passés avant le décès de Robert. Les relevés téléphoniques ont montré de nombreuses communications entre Bianca et des contacts en Roumanie au cours des dernières semaines de la vie de Robert. Les enquêteurs ont demandé la traduction des SMS récupérés sur son appareil. Les messages portaient sur l'argent, le statut d'immigration et le calendrier. Dans un échange, Bianca écrivait que la situation devenait difficile et qu'elle devait agir rapidement. Un autre message mentionnait que le bébé garantissait sa situation juridique, quoi qu'il arrive. La preuve la plus accablante provenait de l'historique de recherche Internet récupéré sur l'ordinateur portable de Bianca. Les recherches effectuées au cours du mois précédant le décès de Robert comprenaient des requêtes sur les interactions médicamenteuses mortelles, les symptômes d'une overdose, les lois sur l'héritage pour les conjoints survivants et la rapidité avec laquelle une crémation pouvait être organisée en Floride. Elle avait également cherché à savoir si les ressortissants étrangers ayant des enfants américains pouvaient être expulsés après avoir fait l'objet de poursuites pénales. Les enquêteurs ont obtenu une ordonnance du tribunal pour exhumer ce qui restait dans les registres de crémation et les recouper avec les registres de la pharmacie. Les pilules trouvées dans le tiroir à chaussettes de Robert, que sa fille avait découvertes en emballant ses affaires, ont été envoyées à un laboratoire pour analyse. Les résultats ont confirmé que 2 des pilules n'étaient pas les médicaments prescrits à Robert. L'une était le sédatif que Bianca avait commandé en ligne. L'autre était un composé connu pour provoquer de dangereuses chutes de tension artérielle lorsqu'il est associé à des médicaments cardiaques. Un expert en toxicologie a examiné les résultats et a conclu que la combinaison de ces substances aurait pu provoquer les symptômes exacts dont Robert avait souffert au cours de ces dernières semaines. Confusion, vertige, rythme cardiaque irrégulier et finalement, effondrement. L'expert a témoigné que ces substances n'auraient pas pu être ingérées accidentellement et que leur présence indiquait une administration délibérée. 9 mois après la mort de Robert, Bianca Schuster a été arrêtée et accusée de meurtre au 2e degré et d'exploitation d'un adulte vulnérable. Elle a été placée en détention sans incident. Le bébé, Daniel, a été placé temporairement dans un foyer d'accueil pendant que les dispositions familiales étaient reprises. Le procès a commencé 14 mois après la mort de Robert Lindner. Bianca Schuster a plaidé non coupable de toutes les accusations. Son avocat a fait valoir que la mort de Robert était due à des causes naturelles exacerbées par son âge avancé et ses problèmes de santé préexistants. L'avocat a suggéré que les éventuelles irrégularités dans la prise de médicaments étaient le résultat d'une confusion plutôt que d'une intention malveillante et que Bianca avait été une aide-soignante dévouée tout au long de leur mariage. L'accusation a construit son dossier de manière méthodique. Elle a présenté la chronologie de l'arrivée de Bianca aux États-Unis, la progression rapide vers le mariage, la naissance de Daniel, puis l'isolement et le contrôle systématique qui ont suivi. Les documents financiers ont montré qu'elle avait tout planifié. Les relevés téléphoniques ont montré qu'elle était en contact avec des personnes à l'étranger. Les recherches sur Internet ont montré son intention.
Des experts médicaux ont témoigné des interactions médicamenteuses spécifiques trouvées dans l'organisme de Robert. Un toxicologue a expliqué que la combinaison de sédatifs et de médicaments contre l'hypertension provoquerait précisément les symptômes dont Robert a souffert avant son effondrement. L'expert a clairement déclaré que les niveaux détectés ne pouvaient pas résulter d'une ingestion accidentelle ou d'une contamination croisée. Le témoignage le plus crucial est venu du répartiteur des urgences. Les enregistrements audio de la nuit où Robert est décédé ont été diffusés au tribunal. Le répartiteur a noté que la voix de Bianca était restée calme tout au long de l'appel et qu'elle n'avait pas montré la panique typique d'une personne qui venait de découvrir un membre de sa famille inanimé. La date et l'heure de l'appel, comparées aux preuves indiquant l'heure à laquelle Robert est probablement tombé, ont révélé un délai d'au moins 35 minutes. Les voisins ont témoigné de la baisse de visibilité de Robert au cours des mois précédant sa mort. Sa fille a témoigné de la réduction soudaine de la communication et du ton étrange de leur dernière conversation. Le détective privé a présenté des preuves des mouvements financiers de Bianca et de ses demandes auprès des autorités d'immigration concernant le maintien de son statut de veuve avec un enfant américain. Les messages de Bianca ont été lus à haute voix au tribunal. Dans un SMS envoyé à un parent en Roumanie 3 semaines avant la mort de Robert, elle écrivait que sa patience s'épuisait et qu'elle devait assurer sa position avant qu'il ne change d'avis. Dans un autre message envoyé 2 jours avant sa mort, elle s'informait des procédures d'héritage et demandait si un testament pouvait être contesté si le conjoint était né à l'étranger. La défense a tenté d'expliquer ces communications comme des préoccupations normales pour une jeune mère dans un pays étranger avec un mari âgé. Elle a fait valoir que Bianca était isolée et anxieuse, et non calculatrice et meurtrière. Le jury n'a pas été convaincu. Bianca n'a pas témoigné. Son avocat le lui a déconseillé, craignant que le contre-interrogatoire ne révèle des incohérences dans son récit. Son silence a permis à la version de l'accusation de rester incontestée. Après 3 jours de délibération, le jury a rendu un verdict de culpabilité pour les 2 chefs d'accusation. Bianca n'a montré aucune réaction visible. Elle est restée immobile pendant la lecture du verdict, le visage impassible. La sentence a été prononcée 4 semaines plus tard. Le juge a examiné les preuves et les déclarations de la fille de Robert sur l'impact du crime sur la victime. Le juge a décrit l'affaire comme une exploitation calculée de la confiance, de la vulnérabilité et des procédures d'immigration légale. Le tribunal a noté que Bianca avait utilisé sa position d'épouse et d'aidante pour isoler Robert, contrôler ses médicaments et finalement causer sa mort par une inaction délibérée alors qu'il avait besoin d'une aide d'urgence. Bianca a été condamnée à 25 ans de prison. Elle ne pourra bénéficier d'une libération conditionnelle qu'après avoir purgé 85% de sa peine. Le juge a également ordonné son expulsion immédiate vers la Roumanie, à sa libération. Sa demande de résidence permanente en cours a été rejetée et son statut juridique a été révoqué. La question de la garde de Daniel est devenue une affaire judiciaire distincte. La fille de Robert a demandé la tutelle, arguant que l'enfant devait rester aux États-Unis et être élevé par sa famille. Les proches de Bianca, en Roumanie, ont contesté cette décision, affirmant que Daniel devait être renvoyé dans le pays natal de sa mère et élevé par sa famille là-bas. Le tribunal a décidé que Daniel resterait aux États-Unis sous la tutelle de la fille de Robert. Cette décision était fondée sur la nationalité de l'enfant et sur la conviction du tribunal que son intérêt supérieur était de bénéficier de la stabilité au sein de la famille de son père. Bianca s'est vue accorder des droits de communication limités, mais tout contact physique lui était interdit. Bianca n'a pas fait appel. Les registres de la prison indiquaient qu'elle respectait les règles de l'établissement et qu'elle n'avait commis aucune infraction disciplinaire. Elle a participé au programme proposé, mais est restée largement isolée des autres détenus. Les demandes d'interview des journalistes ont été refusées. Elle n'a fait aucune déclaration publique et n'a fourni aucune explication quant à ses actes. La maison de Robert à Clearwater a été vendue. Le produit de la vente a été versé dans un fonds fiduciaire créé pour l'éducation et les soins futurs de Daniel. La fille de Robert a emménagé avec Daniel à Seattle, où il a été élevé aux côtés de ses propres enfants.
Elle a refusé les demandes des médias et a choisi de ne pas s'exprimer publiquement sur l'affaire. L'affaire a ensuite été citée dans des supports de formation destinés aux professionnels de santé et aux agents d'immigration. Elle est devenue un exemple de la manière dont les procédures judiciaires peuvent être exploitées lorsqu'elles sont associées à un accès intime et à une manipulation délibérée. Les enquêteurs ont noté que le crime n'avait pas nécessité de violence physique ni de confrontation. Il n'avait nécessité que de la patience, du contrôle et la volonté d'attendre que quelqu'un meure. Des années plus tard, la maison où Robert a passé ses derniers mois est toujours occupée par une nouvelle famille. Les palmiers à l'extérieur se balancent toujours dans la brise de Floride. Le quartier est calme. Aucune plaque ni aucun panneau n'indique ce qui s'est passé ici. Bianca Schuster est toujours incarcérée. Daniel est aujourd'hui un jeune garçon qui n'a aucun souvenir de son père et ne connaît que vaguement sa mère. Le dossier est clos. Les preuves sont archivées. La conclusion est documentée. Ce qui avait commencé comme une recherche de compagnie s'est terminé par un homicide fondé sur un silence calculé.